We learned today that Donald Trump is pardoning Rudy Giuliani and others who were allegedly a part of a bid to overturn the 2020 election. Ed Martin, Trump's pardon attorney, posted the pardon to social media. On the list, Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, and former Chief of Staff Mark Meadows. It also includes 77 people who have not been convicted of federal crimes. It says in broad language that the pardon exonerates all citizens accused of election interference. The pardon does not extend to the president himself. Certaines décisions judiciaires ne mettent pas fin au débat. Elles les déplacent vers un nouveau niveau institutionnel. Le 10 janvier 2026, la Cour d'appel du district de Columbia a rendu un arrêt qui a discrètement mis fin à un cycle juridique qui, depuis des années, se nourrissait de sa propre ambiguïté constitutionnelle. En termes objectifs, la Cour a rejeté à l'unanimité la thèse selon laquelle un président des États-Unis peut s'accorder lui-même une grâce. Mais l'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En annulant cette possibilité, les juges ont non seulement désarmé un dispositif spéculatif d'autoprotection présidentielle, ils ont également rouvert la voie pour que les crimes potentiellement commis pendant l'exercice de leurs fonctions soient à nouveau évalués à la lumière de leur nature pénale, et non plus uniquement politique. Ainsi, le jugement technique qui semblait suspendu par un voile d'immunité se dirige désormais vers un point de collision entre prérogatives institutionnelles et responsabilités individuelles. Le contexte de ce nouveau mouvement n'est pas un cas abstrait, mais une série d'épisodes impliquant le président Donald Trump, dont les développements juridiques avaient été gelés après son retour au pouvoir, en 2025. Le changement d'orientation exprimé par la Cour s'est produit dans le cadre du procès fédéral sur l'ingérence électorale, mais ses effets ont été immédiatement ressentis sur d'autres fronts judiciaires qui avaient été paralysés sous prétexte de protection fonctionnelle. La décision de la juge Tanya Chutkan, qui présidait l'audience à Washington le même jour, a également marqué un tournant. En rejetant les appels de la défense concernant le volume des documents et en accusant l'avocat John Lauro de rhétorique enflammée, Chutkan a souligné que le cœur de l'analyse ne réside plus dans le bien-fondé politique des actions, mais dans la mise en œuvre de la justice selon des critères objectifs. Cela ne signifie pas une anticipation de la culpabilité, mais déplace l'attention du débat public vers le domaine des dates, des délais et de l'admissibilité, un territoire où le temps juridique tend à s'accélérer lorsque le soutien doctrinal se stabilise. Ce qui était traité comme une exception constitutionnelle a commencé à être abordé comme une hypothèse procédurale. Dans les coulisses des institutions fédérales, l'arrêt de la Cour d'appel a été interprété comme un tournant car il délimite plus précisément la portée de l'immunité. Des catégories telles que la fraude, l'obstruction et la manipulation électorale ont été explicitement mentionnées dans le texte de la décision comme n'étant pas couvertes par des protections permanentes. Cela constitue une base juridique qui peut être utilisée non seulement dans le cas Trump, mais aussi dans toute procédure future contre des titulaires de la présidence qui ont outrepassé les limites de l'exercice officiel. La décision s'articule également avec l'arrêt de la Cour suprême de juillet 2024 qui a établi une nouvelle typologie des actes présidentiels. Selon ce modèle, seuls les actes liés au cœur constitutionnel de la fonction présidentielle sont couverts par l'immunité absolue. Les autres relèvent de zones présumées de protection partielle ou, dans certains cas, de non-protection totale, comme c'est le cas des actes privés. Cette reclassification fonctionnelle réduit la marge de manœuvre pour des interprétations élastiques de l'autorité exécutive. Dans les mois qui ont suivi la décision de la Cour suprême, le ministère de la Justice a opéré un recul stratégique, choisissant de suspendre les poursuites fédérales contre Trump au motif qu'un président en exercice ne peut être poursuivi pénalement. Cela a créé un vide qui a été partiellement comblé par la réactivation des affaires au niveau des États et par la réinterprétation de l'affaire de New York à la lumière de la distinction entre actes officiels et privés. Dans le même temps, des décisions judiciaires concernant les politiques gouvernementales dans des domaines tels que l'énergie et l'environnement ont démontré que le pouvoir judiciaire continue de jouer un rôle de contrepoids, même face à un exécutif renforcé. Ces décisions ont contribué à créer un climat d'attente institutionnelle dans lequel la question de la responsabilité présidentielle a cessé d'être purement théorique et est revenue au centre de l'arène juridique. C'est dans ce contexte que l'arrêt rendu, en janvier 2026, acquiert toute sa force transformatrice. En déclarant explicitement qu'il n'existe aucune base juridique pour l'autogrâce, les juges de la Cour d'appel ont renforcé l'idée qu'aucun président ne peut agir en tant que juge de lui-même. Le jugement n'a imposé aucune sanction, ni ordonné aucune incarcération.
mais il a modifié les contours du champ dans lequel ces décisions peuvent être prises. En rétablissant le principe selon lequel certains comportements peuvent être jugés après la fin du mandat, la Cour ne se contente pas de réactiver les procédures, mais redéfinit également l'horizon de risque institutionnel pour l'exercice de la fonction exécutive. Le temps politique et le temps juridique se recoupant à nouveau, mais désormais dans un nouvel équilibre des forces, où l'argument de l'exceptionnalité fonctionnelle trouve des limites plus précises dans la lettre de la loi. La reconfiguration du champ juridique a des implications directes sur la perception de la stabilité démocratique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le parcours individuel d'un président, mais la manière dont les institutions réagissent lorsqu'elles sont confrontées à la possibilité que l'autorité ait été utilisée comme un instrument d'autoprotection. La décision de la Cour n'apporte pas de réponse définitive, mais elle élimine l'un des principaux obstacles à la poursuite des procédures. Ce faisant, elle repositionne le pouvoir judiciaire comme une instance d'arbitrage active dans des questions qui semblaient auparavant vouées à l'impasse politique. Le mouvement est subtil, mais ses conséquences structurelles sont déjà en cours. Même si le débat public reste polarisé, la jurisprudence évolue à un autre rythme, un rythme qui ne dépend ni de la majorité populaire, ni de la convenance partisane. L'arrêt de la Cour d'appel introduit un nouveau rythme dans la chronologie des procédures. Non pas parce qu'il accélère artificiellement les décisions, mais parce qu'il rétablit la prévisibilité de leurs étapes. À partir de là, le champ institutionnel s'organise autour d'un principe clair. Il n'existe aucune autorité qui échappe à l'interprétation constitutionnelle. Ce principe, bien qu'élémentaire, avait été affaibli par des tentatives successives de réinterpréter les limites de la fonction à la lumière de contextes exceptionnels. Avec cette décision, l'exceptionnalité cesse d'être un argument et redevient une exception. Ce retour aux paramètres constitutionnels comme axe de décision juridique marque un moment de transition important. Ce changement suggère que les institutions sont disposées à revoir les limites du pouvoir à la lumière des mécanismes même qui fondent leur légitimité. Ce nouveau scénario, la responsabilité personnelle redevient une composante active de l'équation institutionnelle, non pas comme un instrument de punition sommaire, mais comme un critère d'évaluation de l'intégrité du système. La transition est subtile, mais perceptible, et pourrait redéfinir la manière dont le pays comprendra désormais la relation entre fonction publique et conséquences juridiques. La couverture continue de ces développements permet de comprendre non seulement les faits isolés, mais aussi le modèle institutionnel qui commence à émerger. C'est pourquoi des analyses systématiques et connectées comme celles-ci deviennent de plus en plus pertinentes pour ceux qui souhaitent suivre le fonctionnement réel des structures du pouvoir. C'est dans ce contexte que le débat sur l'immunité présidentielle commence à passer du plan juridique à une zone de tension institutionnelle plus large, impliquant non seulement les tribunaux et les avocats, mais aussi les mécanismes qui articulent les pouvoirs de la République dans leur dimension opérationnelle. Depuis la décision de la Cour suprême en 2024, les paramètres de classification des actes présidentiels ont été réexaminés par diverses instances fédérales, étatiques et locales, créant une mosaïque jurisprudentielle qui n'a pas encore trouvé son point d'équilibre. L'introduction d'une triple catégorisation, actes constitutionnels centraux, actes officiels périphériques et comportements privés, a profondément modifié la manière dont les tribunaux doivent évaluer les demandes d'immunité. Mais l'effet le plus durable de ce changement ne réside pas seulement dans les catégories créées, mais aussi dans les ambiguïtés qu'elles génèrent dans leur application pratique. À partir de là, chaque nouvelle affaire impliquant le président a nécessité, avant tout jugement au fond, une étape préliminaire d'interprétation fonctionnelle. Les juges de première instance, les tribunaux intermédiaires et même les organes administratifs ont été contraints d'élaborer leurs propres critères pour déterminer si un comportement donné relève ou non d'un acte officiel. Cela a ouvert la voie à des décisions contradictoires, à des reculs stratégiques et à une série de requêtes parallèles qui testent, dans la pratique, l'élasticité des nouvelles règles. La défense de Trump, par exemple, a insisté sur le fait que les paiements effectués pendant la campagne de 2016 pour dissimuler des relations personnelles seraient, dans certaines circonstances, des actes de protection de l'image institutionnelle, et donc susceptibles d'immunité fonctionnelle. Les procureurs généraux et les spécialistes du droit électoral soutiennent quant à eux que ces actes constituent une conduite privée à des fins électorales, totalement étrangère aux prérogatives de la fonction. Cette impasse juridique, toujours non résolue, révèle comment le nouveau paradigme impose des exigences sans précédent au système judiciaire. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire new-yorkaise, bien qu'antérieure à la reprise de la présidence par Trump,
reste un élément central du conflit institutionnel actuel. La condamnation pour 34 délits de falsification de registres commerciaux reste techniquement active, même si elle y aboutit à une libération inconditionnelle. La justification était de nature fonctionnelle, permettre au président nouvellement élu de prendre ses fonctions sans l'interférence immédiate d'une procédure pénale. Cependant, cette suspension n'équivaut pas à l'extinction de l'affaire, et les tribunaux fédéraux évaluent actuellement sa possible fédéralisation. L'hypothèse est qu'en entrant dans la sphère fédérale, le procès pourrait être réinterprété à la lumière des nouvelles catégories de la Cour suprême, permettant d'évaluer s'il y a eu effectivement exercice de la fonction officielle ou seulement des mouvements privés à des fins politiques. Le résultat de ce réexamen pourrait même définir l'applicabilité de la doctrine de l'immunité résiduelle après le mandat, un point qui manque encore de jurisprudence consolidée. Parallèlement, les conflits autour de l'action du ministère de la Justice ajoutent une couche de complexité au scénario. La décision de suspendre les poursuites fédérales contre Trump après l'élection de 2024 était fondée sur des directives internes de longue date qui interdisent la mise en accusation des présidents en exercice. Cette directive, bien que consolidée sur le plan administratif, n'a jamais été soumise à un examen définitif de la Cour suprême. La décision du procureur spécial Jack Smith de classer temporairement les enquêtes fédérales sur les documents confidentiels et l'ingérence électorale a non seulement suscité des critiques, mais a également laissé un vide qui a été comblé par des décisions judiciaires dans des domaines administratifs. Depuis lors, les juges fédéraux ont adopté une position plus active dans les affaires, impliquant les politiques de l'exécutif, comme cela d'ici a été le cas dans les affaires liées aux coupes budgétaires dans le domaine de l'énergie propre et à la tentative d'annulation de projets éoliens. Ces décisions indiquent que le pouvoir judiciaire, même face aux limitations auto-imposées de l'exécutif, cherche à réaffirmer sa capacité à contrôler les abus administratifs. Lorsque le juge Amit Mehta a décidé que l'annulation des subventions avait été motivée par des critères électoraux, en particulier le comportement électoral dans certains États, il a réaffirmé que même les politiques gouvernementales ne sont pas au-dessus des garanties constitutionnelles. De même, en rétablissant la continuité d'un projet d'énergie offshore, un autre juge a clairement indiqué que les promesses électorales ne peuvent, à elles seules, justifier l'abrogation de politiques publiques structurées. Ces épisodes, bien qu'ils ne soient pas directement liés aux poursuites pénales contre Trump, composent un paysage institutionnel dans lequel les freins et contrepoids s'articulent à nouveau avec une plus grande visibilité. Et c'est dans ce contexte que la figure du procureur spécial Jack Smith revient au centre du débat. La déposition publique de Smith, prévue pour le 22 janvier 2026, aura lieu devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. L'importance de cet événement réside moins dans ce qui pourrait être révélé en termes de preuves, dont beaucoup ont déjà été présentés dans des procédures antérieures, que dans la fonction que remplit cette déposition, celle de mettre face à face les représentants du pouvoir législatif et l'un des principaux acteurs du pouvoir judiciaire récent. Smith a déjà témoigné à huis clos en 2025 lorsqu'il a défendu la légalité des décisions prises sous sa direction. Cette fois-ci, l'audition sera publique, et les questions devraient refléter non seulement des doutes juridiques, mais aussi les tensions politiques accumulées depuis le début des enquêtes. Les parlementaires, alliés au président, ont accusé Smith d'avoir abusé de l'appareil d'enquête, tandis que des juristes indépendants soutiennent que son action a strictement respecté les critères requis pour la présentation de plaintes pénales par de grands jurys. Cette rencontre entre les institutions de contrôle et les structures du pouvoir majoritaire sera un test important pour le modèle d'équilibre tracé par les fondateurs de la République. La présence de Smith au Congrès intervient à un moment où le système juridique s'est déjà montré disposé à réagir, même lentement, aux pressions exercées par un exécutif de plus en plus assertif dans sa relation avec la légalité. C'est sur ce point que les décisions du pouvoir judiciaire, les initiatives du ministère de la Justice et l'action du Congrès convergent pour former un scénario d'une grande complexité, non seulement juridique, mais aussi institutionnelle. Ce que l'on observe n'est pas une crise ouverte, mais une réorganisation des zones d'influence et de contrôle. Chaque nouvelle décision, qu'elle soit judiciaire, législative ou administrative, a des implications qui dépassent son champ d'application immédiat, alimentant le système dans de multiples directions. À ce stade, l'observation continue des mouvements institutionnels est essentielle pour comprendre la profondeur des transformations en cours. Un suivi critique et contextualisé permet d'identifier non seulement les événements les plus visibles,
mais aussi les changements structurels qui se produisent en coulisses des décisions formelles. L'ensemble des décisions judiciaires qui s'accumulent autour du président Donald Trump n'a pas mis fin au conflit d'interprétation, mais a simplement changé sa forme et réorganisé les lignes de conflit. Avec les nouvelles limites imposées par les tribunaux, notamment dans les discussions sur l'immunité et sur ce qui peut ou non être qualifié d'acte présidentiel, le débat a subi une transformation. L'accent n'est plus mis sur un refus général et générique de la responsabilité, mais sur un terrain plus technique, où l'enjeu porte sur les cadres juridiques, le poids institutionnel de chaque instance et la définition pratique des précédents. Pour une partie importante du milieu juridique, il ne s'agit pas d'une convergence des institutions contre une personne, mais d'un mouvement graduel, encore incomplet, de réaffirmation des limites de la fonction, après des années où le système a été mis à l'épreuve par des crises successives. Pour une autre partie, cependant, un risque structurel persiste. Lorsque la frontière entre conduite officielle et conduite privée dépend de l'interprétation subjective des tribunaux, cela ouvre la voie à la sélectivité, même si elle n'est pas intentionnelle. Cette tension ne se limite pas au débat public, elle se manifeste également au sein même du système fédéral, où différentes cours soutiennent des interprétations incompatibles entre elles. Les registres et les analyses indiquent que la doctrine de l'immunité n'est pas appliquée de manière homogène. Dans certains circuits, l'interprétation est restrictive, avec une tendance à ne reconnaître l'immunité que lorsque le lien avec les attributions formelles de la fonction est documenté de manière claire, vérifiable et incontestable. Dans d'autres, l'interprétation est plus large, acceptant comme exercice fonctionnel même des comportements impliquant une stratégie d'image publique, des négociations politiques générales ou une articulation indirecte du pouvoir. Ce désalignement approfondit une zone grise qui empêche toute prévision cohérente sur l'issue des procédures encore en cours. Et cette zone d'instabilité s'agrandit encore davantage lorsque la discussion intègre le facteur temps. Dans quelle mesure la protection associée à la fonction s'étend-elle après la fin du mandat? Et, plus délicatement, y aurait-il une marge pour la réactivation indirecte de cette protection si l'agent revenait à la présidence? L'absence d'un consensus sur ces questions maintient le système dans un état d'incertitude prolongée. Dans ce contexte, les experts observent que la décision récente d'une cour d'appel de rejeter l'auto-amnistie représente une étape importante, car elle réduit l'une des lacunes les plus sensibles de ce débat. Cependant, l'impact même de cette décision montre clairement que plusieurs autres lacunes subsistent. En établissant une distinction entre 3 catégories d'actes présidentiels, la Cour suprême a élargi le vocabulaire institutionnel sur le sujet, mais n'a pas éliminé l'ambiguïté dans les cas limites, qui sont précisément ceux qui importent le plus. Dans de nombreux cas réels, le comportement analysé ne correspond pas parfaitement à des catégories rigides. En outre, les votes divergents de ministres tels que Ketanji Brown Jackson et Sonia Sotomayor révèlent que la Cour n'a pas encore consolidé un discours commun sur la place de l'exécutif dans le système de frein et contrepoids. La majorité tend à privilégier l'autonomie décisionnelle du président afin d'éviter la paralysie administrative, tandis que les dissidents insistent sur le fait qu'une telle évolution pourrait affaiblir, de manière lente et cumulative, le principe de responsabilité individuelle. C'est dans ce choc entre les principes que l'instabilité actuelle se forme et se prolonge. D'un côté, des décisions successives réaffirment que la présidence ne constitue pas un territoire d'immunité totale, et que l'utilisation de la fonction comme mécanisme de protection personnelle se heurte à des limites de plus en plus explicites. De l'autre côté, le système juridique lui-même se montre prudent face aux implications futures. Créer des précédents trop larges pourrait établir des outils qui, dans des contextes politiques différents, seraient utilisés comme instruments de conflits institutionnels. Cette hésitation s'exprime de manière visible dans des domaines où le droit n'a pas encore établi de normes solides, comme le traitement des actes privés ayant des conséquences publiques. Un exemple souvent discuté est la difficulté à classer les accords financiers conclus pendant les campagnes électorales. Doivent-ils être jugés en fonction de l'intention personnelle de ceux qui les ont conclus ou de leur impact politique et électoral? L'absence de protocole stabilisé pour ce type d'épisode compromet la prévisibilité du système, car chaque nouveau cas dépend moins de règles claires que de la manière dont les tribunaux choisissent d'interpréter le contexte. C'est pourquoi le débat s'étend à une question structurelle, qui dépasse les processus individuels et touche à l'architecture du pouvoir. Quel modèle de présidence l'ordre constitutionnel entend-il soutenir? Un chef d'État qui opère sous le principe d'une autonomie maximale
avec une responsabilité principalement politique, ou un agent public qui, même s'il occupe le poste le plus élevé de l'exécutif, reste soumis au même ensemble d'obligations légales applicables à tout citoyen, avec des protections limitées à ce qui est strictement fonctionnel. La Constitution n'offre pas de réponse directe et opérationnelle à cette question. Les précédents existants sont rares, souvent fragmentés et peu applicables aux litiges contemporains. Ainsi, l'affaire actuelle devient un véritable test des limites conçues par les fondateurs. Non seulement et en tant que discussion juridique, mais aussi en tant que définition institutionnelle. Dans ce contexte, la séparation des pouvoirs cesse d'être un principe abstrait et devient un critère de diagnostic du système lui-même. Il n'est pas encore possible de prévoir avec certitude comment les tribunaux réagiront aux prochains épisodes. La déclaration publique de Jack Smith tend à élargir le débat et à ajouter des éléments politiques et informationnels. Mais elle ne produira probablement pas de changements procéduraux immédiats. Il en va de même pour les discussions sur la fédéralisation de l'affaire de New York et pour les recours qui pourraient être portés devant la Cour suprême au cours du second semestre. Néanmoins, certains piliers semblent déjà se mettre en place. Le rejet de l'auto-octroi de pardon et la reconnaissance que certains comportements relèvent de la sphère privée constituent déjà un tournant. Ces fondements peuvent étayer des décisions futures, y compris dans des scénarios politiquement instables, renforçant l'idée que la loi n'est pas suspendue par la fonction, et que l'autorité institutionnelle n'équivaut pas à l'immunité personnelle. Dans le même temps, la bataille narrative se poursuit et reste très polarisée. Les mouvements sociaux, les organisations juridiques, les médias et les dirigeants politiques ont des interprétations radicalement différentes de la signification de ces jugements. Alors qu'une partie de l'opinion publique estime que des conséquences concrètes sont nécessaires pour préserver l'état de droit, une autre partie considère ces procès comme la preuve d'une persécution institutionnelle. Cette fragmentation discursive n'est pas un bruit de fond. Elle affecte directement l'environnement de légitimité qui sous-tend les décisions. La technique juridique peut être solide, mais sa pérennité dépend d'une acceptation sociale minimale. Et c'est précisément sur ce point que le système est confronté à une épreuve durable. Démontrer, dans la pratique, que les institutions fonctionnent selon des critères juridiques, et non en fonction de l'identité de l'accusé. La voie à suivre reste ouverte aux changements, aux révisions et aux nouveaux conflits. La possibilité de revirement n'est pas lointaine. Elle fait partie intégrante de la conception même de la procédure. Cependant, l'espace institutionnel dans lequel ces conflits se dérouleront a déjà été transformé. L'idée d'une immunité quasi absolue a perdu de sa force, et un cadre plus sophistiqué, imparfait mais applicable, commence à se mettre en place pour délimiter la portée du pouvoir présidentiel. Cette refonte n'a pas encore atteint sa forme définitive, mais elle reste déjà perceptible pour ceux qui suivent attentivement le système au-delà du bruit immédiat. Le suivi constant de ces affaires permet de voir plus que le déroulement des procédures. Il permet d'observer la transformation progressive des institutions. C'est pourquoi les analyses de ce type restent indispensables, non seulement pour comprendre le présent, mais aussi pour cartographier ce qui change dans le fonctionnement du pouvoir, et ce qui reste encore en attente d'une décision définitive.